Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes nombreux, comme le disait à l'instant Daphné, vous êtes nombreux à participer à notre premier webinaire organisé dans le cadre de la Journée mondiale de l'obésité 2024. Encore une fois, merci à toutes et tous qui êtes derrière vos écrans en France et d'ailleurs. Merci aux professionnels de qualité qui nous accompagnent aujourd'hui afin de faire de cet événement une réussite. Merci vraiment à vous tous. On va parler obésité. L'obésité qui est un problème de santé publique, et ça, ce n'est un secret pour personne. Une maladie chronique multifactorielle, et c'est pas, on peut pas me contredire. Elle touche 35 personnes 35% de personnes au monde, un Français sur 8 est touché par ce problème. Donc, l'objectif de ce webinaire est d'apporter un éclairage aux questionnements que nos adhérents se posent lors des ateliers ou alors via les réseaux sociaux. C'est ce qui nous a permis de déterminer le sujet qui est quelle prise en charge de l'obésité aujourd'hui. Les questions les plus récurrentes sont au nombre de 3. La chirurgie bariatrique, ils s'échangent sur les protocoles dispensés par les différents CSO, centres spécialisés obésité. Ils échangent aussi énormément sur certains sont plutôt, sont inscrits dans un protocole médicamenteux, c'est-à-dire les traitements récemment arrivés en France. Et dans la presse, on parle et chez les autres. Et enfin, le microbiote qui revient souvent dans les discussions chez nos adhérents. Et on aimerait connaître un petit peu l'impact de ce dernier sur l'obésité ou dans l'obésité. Bien évidemment que ces 3 disciplines ne résument pas la prise en charge médicale de l'obésité. D'autres spécialités disciplines telles que la psychologie, l'activité physique adaptée et aussi la diététique qui sont essentielles. Mais on peut vous promettre que ils feront l'objet de nos futurs webinaires. Juste une petite précision avant de passer à la présentation de nos intervenants. Ce webinaire n'a aucunement la prétention ou le but de promouvoir une prise en charge particulière. Il vous donne juste des éléments de compréhension et aussi des approches différentes de par voilà les explications qu'on va avoir, les interventions de nos professionnels pour vous aider juste à réfléchir, à élaborer un petit peu vos projets respectifs. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Daphné ou alors je continue pour présenter nos Oui, intervenants. oui, continue pour la présentation du programme. Parfait, Et moi, je donnerai juste quelques parfait. précisions techniques sur la façon dont on va C'est- gérer les réponses, quoi, les questions-réponses, On pardon. va les modalités. Voilà. Merci Daphné. Donc, je vois pas docteur Lazati sur l'écran, chirurgien digestif à l'hôpital Avicenne, qui va nous parler de la chirurgie bariatrique, bien évidemment. Je vous remercie fortement, docteur. Merci beaucoup à vous. On a avec nous le professeur Judith Aron-Winewski, présidente du groupement de coordination et de concertation des centres spécialisés dans la prise en charge de l'obésité, Sorbonne APHP, et qui va nous parler des médicaments justement récemment arrivés en France. Merci beaucoup, professeur. Merci infiniment. Professeur Karine Clément, présidente de l'AFERO, Association d'études et de recherche sur l'obésité, et directrice de l'unité nutriomique Sorbonne Université, INSERM, APHP, et qui va nous parler du microbiote. Mille merci à vous, professeur. Vraiment merci. Et je ne pouvais pas imaginer, je tiens à le dire, imaginez notre premier webinaire, parler de la Journée mondiale de l'obésité, sans avoir sur ce plateau, enfin derrière l'écran, Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses, qui a sorti récemment un livre qui va paraître coécrit avec un journaliste de santé. Le voici, je ne sais pas si vous le voyez dans l'écran, non, il va être inscrit, les coordonnées, les références seront inscrits en bas de page. Merci mesdames, merci monsieur, merci à vous tous, merci d'avoir accepté. Je sais combien vos plannings sont chargés. Mille merci à vous.
Merci. Daphné, je ne sais pas si Oui, tu vas nous expliquer un oui, petit peu voilà. les Je vais modalités du tout à fait. déroulement. Oui, oui, oui. Bah, Et merci Daphné beaucoup. est aussi gardienne du temps. La lourde responsabilité me revient. Donc, merci Linda pour cette introduction. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est de pouvoir à la fois vous apporter des informations qui nous semblent importantes sur les trois prises en charge décrites et également sur les associations de patients, mais surtout, c'est de pouvoir répondre aussi à vos questions. Donc, pour ça, on a mis en place un petit chat qui va vous permettre de poser vos questions directement à notre équipe de bénévoles. Vos questions seront visibles que par cette équipe, de façon à ce qu'on puisse ensuite les regrouper et les poser directement aux intervenants qui répondront directement à l'oral. Juste un petit rappel important, vous vous doutez bien que le format webinaire ne pourra pas permettre de vous apporter ni avis médical ni conseil médical personnalisé. Donc, on vous demande effectivement de ne pas nous envoyer de messages exposant de situations, de cas particuliers, puisque ces messages, de toute façon, ne pourront pas être transmis aux intervenants, mais on vous invite vraiment à prendre un rendez-vous en consultation avec un professionnel de santé pour pouvoir avoir des réponses plus personnalisées si besoin. Le webinaire est enregistré dans l'objectif de pouvoir peut-être proposer un replay par la suite. Donc, n'hésitez, voilà, normalement, on vous tiendra au courant si on y arrive, parce que je rappelle que c'est notre premier webinaire à l'association La Ronde des Formes. Nous découvrons Zoom, nous découvrons beaucoup de choses, mais voilà, tout va bien se passer. Et du coup, n'hésitez pas dans le chat vraiment à poser vos questions pour les intervenants au fur et à mesure de leurs interventions pour qu'on puisse les leur retransmettre. Et donc, je propose qu'on commence comme prévu dans le programme par l'intervention du docteur Lazati concernant la chirurgie bariatrique. Alors, du coup, docteur Lazati, on a préidentifié avec nos adhérents trois grandes questions pour introduire un peu ce sujet, puis qui vont être complétées après avec les questions des participants au webinaire. La première question, c'était de pouvoir nous dire finalement qu'est-ce que c'est qu'un centre spécialisé obésité, parce on en entend beaucoup parler, mais c'est vrai que finalement, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui est proposé dans ces centres. Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, Oui, bravo que pour cela dure. cette initiative Ces hommes sont artilleurs. et merci Ils ne pour, quittent cette cage. cette invitation. Et, eh bien, un centre spécialisé obésité, c'est un label qui est donné par les agences régionales de santé à certains établissements publics et privés aussi. Il y a des centres spécialisés obésité aussi dans le privé, avec des missions spécifiques. En particulier, il y a les centres spécialisés obésité ont deux missions en particulier, selon le cahier des charges du ministère. La première mission, c'est celle de prendre en charge les obésités complexes. L'obésité n'est pas une maladie unique, hein, il y a plein de nuances dans l'obésité, des cas plus simples jusqu'à des cas très complexes. On ne parle pas que en termes des kilos, bien sûr, mais aussi de toutes les comorbidités qui vont avec. Et donc, les centres spécialisés obésité ont comme première mission de prendre en charge les cas les plus difficiles, les plus complexes, qui nécessitent aussi pas seulement une expertise, mais parfois aussi euh, du matériel, des infrastructures dédiées à ces cas. Les termes complexes me semblent tout à fait adaptés pour indiquer ces types de populations. Et il y a une deuxième mission qui celle sur laquelle, très honnêtement, on a de plus en plus du mal, hein, parce que bien sûr, c'est des missions qu'on reçoit à moyen constant, ou quasiment. Et c'est celle d'animer la filière des prises en charge de l'obésité sur le territoire, dans notre région. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs dans notre territoire, en ville, dans d'autres établissements, qui prennent en charge les patients en situation d'obésité, très bien d'ailleurs, et les centres spécialisés est censé animer, coordonner, former aussi, si nécessaire, ces autres intervenants. Les centres spécialisés existent depuis 2012. Il y en a une petite quarantaine en France. Voilà, sur un grand. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des dizaines, voire des centaines d'hôpitaux et des cliniques qui prennent en charge l'obésité de manière qualitative. Hein. Il n'y a pas que les centres spécialisés obésité.
bien sûr. Super, merci beaucoup. Et on avait également fait remonter une deuxième grande question qui ne va pas vous étonner, hein, forcément, c'est la question des résultats de la chirurgie bariatrique. C'est un sujet qui est régulièrement abordé avec nos adhérents. Finalement, aujourd'hui, avec le recul, parce que c'est des opérations qui sont pratiquées depuis de nombreuses années, quels sont les résultats qu'on constate et qu'on peut espérer dans un parcours de chirurgie bariatrique à court, moyen et long terme? Eh bien, ça, les résultats sont plutôt, c'est un aspect positif de la chirurgie, hein, c'est l'aspect positif, Ouais. parce que effectivement, on a des résultats qu'on n'aurait pas autrement d'ailleurs. Hmm. Si on prend, on commence par le poids, parce que finalement, c'est un peu le nerf de la guerre. Mais il Oui, n'y a pas que le poids, bien sûr, dans oui. l'analyse des résultats. Le poids, euh, il évolue dans le temps, hein. Il y a une perte de poids rapide. Tous les gens qui ont été opérés le savent très bien. Il y a une perte de poids rapide avec un poids au plus bas vers un an et demi, et puis une petite reprise. Mais là, on commence à voir pas mal d'évidences, pas mal de résultats à 5, 10, 15 et même des études à 20 ans qui nous montrent que la perte de poids Mhm. se maintient dans le temps. Alors, quand je dis perte de poids se maintient dans le temps, bien sûr, quand on est, je ne veux pas être trop pédant, mais quand on parle de ces résultats, on parle en termes de population. Hein, c'est pas les cas individuels, parce que Hmm. tout le monde connaîtra le cas de quelqu'un qui a été opéré, qui a tout repris, Bien ou de, sûr, oui. ou de Hmm. quelqu'un qui a perdu tellement jusqu'à devenir anorexique. C'est des Oui, cas extrêmes. oui, oui, oui. On analyse sur toute une large population, eh bien, on a des résultats à moyen terme qui sont tout à fait intéressants. Je vous fais un exemple. Il y a plein de variables pour savoir, pour déterminer où est-ce qu'on va arriver avec le poids. Et je vous fais l'exemple d'une personne qui pèse 150 kilos, par exemple. Ouais. Les professionnels de santé ont plein de formules un peu compliquées, un peu mystérieuses pour calculer la perte de poids. Mais si on reste sur les Hmm. kilos, parce que c'est ça qui parle aux gens, c'est les kilos. On parle des 150 kilos. Eh bien, à 5 ans, on peut estimer de perdre entre 35 et 50 kilos en fonction du type d'intervention, du profil de la personne, etc. Mais voilà, D'accord. on est sur ce genre de perte de poids. Ça pour Super. ça pour le poids. Mais comme je disais tout à l'heure, Hmm. il n'y a pas que le poids, parce que Bien sûr. ça, bien sûr, c'est important. Mais la perte de poids induite par la chirurgie comporte une amélioration de plein d'autres problèmes de santé. Hmm. Le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, la Hmm. fertilité chez la femme. Tous ces problèmes de santé s'améliorent. D'accord. Quelques-uns, dans quelques cas, Mhm. disparaissent. En général, on a une Super. amélioration globale. Les douleurs articulaires. Et puis, un thème qui me tient très à cœur, c'est le risque des cancers. Les patients en D'accord. situation d'obésité ont un risque accru de certains cancers, D'accord. notamment les cancers liés aux hormones, par exemple, chez la femme, les cancers de l'endomètre. Eh bien, D'accord. l'obésité, perdre du poids grâce à la chirurgie réduit ces risques qui étaient augmentés avec l'obésité. Super. Merci, merci beaucoup. Ça, voilà, c'est des messages pleins d'espoir pour les personnes concernées. Et du coup, par rapport au risque, justement, parce que là, donc, on a parlé dans la balance des bénéfices et beaucoup de personnes se posent parfois, je pense, la question, quel est le rapport bénéfice-risque? Comment je peux le mesurer aussi pour chacun individuel? Voilà, quelles seraient peut-être les bonnes questions à se poser vis-à-vis du rapport bénéfice-risque de votre expérience? Eh bien, moi, je suis chirurgien digestif à la base, Hmm. avant de faire la chirurgie bariatrique. La chirurgie digestive, c'est une chirurgie difficile avec malheureusement beaucoup de complications. C'est intrinsèque Mhm. à la chirurgie qu'on fait. Et c'est curieux parce qu'une chirurgie bariatrique, par rapport à d'autres disciplines, euh, on cristallise beaucoup l'attention sur les complications, sur les risques, etc. Mais D'accord, les risques et les complications sont intrinsèques à tout type de chirurgie. bien sûr. Et d'ailleurs, la chirurgie bariatrique, c'est une chirurgie qui est plutôt sûre. Dans ma discipline, par exemple, je Mhm. m'occupe aussi, par exemple, de la chirurgie
de l'intestin, du côlon. Eh bien, D'accord, oui. il n'y a pas de comparaison en termes de risques et de complications entre ces deux chirurgies. La chirurgie bariatrique est beaucoup plus sûre que la chirurgie du côlon. Certes, c'est des gens différents, Mhm. mais on a une telle expertise et c'est des patients aussi un peu particuliers. Les patients en situation d'obésité sont plus jeunes aussi. La chirurgie bariatrique a des risques, mais franchement, c'est une chirurgie qui est assez sûre. Certes, on peut, encore une fois, on peut tomber sur le cas d'une connaissance, d'une voisine, Oui, bien ou sûr. quelqu'un à la télé, ou quelqu'un à la Mm, radio, comme on l'a entendu hier matin, malheureusement, qui mm, porte un message très biaisé sur des risques démesurés. mm, Les risques existent, bien sûr. Il y a, mm. je vous dis très franchement, en France, il y a un décès tous les 1000 interventions de chirurgie bariatrique. Ok. Est-ce que c'est beaucoup ou Mm, c'est pas beaucoup? Eh bien, c'est le même risque des décès de mhm. l'appendicite. C'est-à-dire que D'accord. vous faites une appendicite, vous avez le même Mm, risque de mourir. mm, Alors que quand mm, on mm. pense à l'appendicite, jamais on penserait que c'est une chirurgie dangereuse. Oui, oui, oui. C'est le même, Mm. c'est le même risque. On est le même Donc, sur le même rapport. même D'accord. risque. Voilà. Ouais. Par contre, on est sur des bénéfices, comme vous disiez, qui peuvent vraiment sauver des vies pour des personnes qui ont des comorbidités très graves, telles que le diabète. Ouais. Donc, il y a Et un encore, rapport bénéfice-risque, effectivement, qui finalement peut être assez facile à mesurer pour les personnes concernées. encore une fois, Mm. je vous fais un raisonnement général sur la Mhm. population. Après, quand on est en consultation en face de chaque patient, bah Mm. là, la balance bénéfice-risque doit être personnalisée, individuelle, parce qu'il y a des patients qui ont des risques démesurés par rapport aux bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Et donc là, peut-être, on va, on va freiner, on va Bien ralentir, on sûr, va se poser des questions. Donc, bien bien sûr. sûr, il y a une réflexion individuelle. Mais quand on raisonne en termes de population, oui, il y a des risques, mais qui ne sont pas démesurés par rapport à la chirurgie elle-même. D'accord. Super. Merci beaucoup, docteur Lazati. On a quelques questions quand vous avez parlé notamment des centres spécialisés obésité sur le parcours pour arriver dans ces centres santé obésité. Voilà, quelle est la case départ finalement? Comme vous disiez tout à l'heure, on est sur des patients qui ont déjà eu des parcours avant d'en arriver là. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus pour des patients qui souhaiteraient finalement s'orienter vers les centres santé spécialisés obésité? Eh bien, chaque centre a un peu personnalise un peu le parcours, hein. Les grands piliers du parcours de la préparation de la chirurgie bariatrique restent les mêmes. Ils sont dictés Mhm. par l'autorité de santé. Mais après, il y a des petits détails qui sont personnalisés dans chaque centre. Par exemple, certains établissements demandent que la personne, le patient passe d'abord par son généraliste D'accord. et une lettre d'accompagnement ou par un médecin nutritionniste de ville, par exemple, avant D'accord. d'arriver. Ça dépend, d'autres centres ne le demandent pas. Dans la plupart des centres spécialisés, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec un spécialiste, que ce soit le médecin nutritionniste ou le chirurgien. Là encore, ça dépend beaucoup des habitudes de Hmm. chaque centre. Mais la D'accord. porte d'entrée, finalement, peu importe, parce que les équipes travaillent ensemble. Donc, qui on rentre par la Hmm. consultation d'un médecin nutritionniste, endocrinologue ou chirurgien, peu importe. Derrière, il y aura quand même un travail d'équipe dans les centres spécialisés. Super. Et justement, ça fait le lien avec une autre question qu'on a eue dans le chat concernant les professionnels présents dans ces équipes pluridisciplinaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les profils des médecins, des professionnels de santé qu'on peut rencontrer et par lesquels on va être suivi dans ce parcours? Encore une fois, la Haute Autorité de Santé nous donne des piliers sur lesquels baser les noyaux de la prise en charge. Donc, Mhm. le médecin nutritionniste endocrinologue, le psychologue ou le psychiatre, le diététicien, diététicienne et le chirurgien, chirurgienne de l'obésité. Et c'est le socle. Mais après, en fonction de l'organisation qu'on arrive à mettre en place localement, on peut Mhm. faire intervenir d'autres spécialistes, comme des spécialistes de l'activité physique. Mhm. Les anesthésistes, par exemple, sont très importants parce que c'est des anesthésies parfois complexes. Et puis, en Mhm. fonction du profil de chaque patient, on peut faire appel à d'autres spécialistes, le cardiologue, le pneumologue, etc., ou la dictologue, par exemple. Euh, D'accord. donc, le fait d'être dans un grand établissement, ça facilite aussi l'accès à ces autres ressources dans les cas, justement, des obésités complexes.
Et alors, on a une question sur les techniques chirurgicales. Alors, c'est une question un petit peu spécifique. Alors, je me permets juste de la relire. Quelles sont les différences dans les résultats à long terme entre la chirurgie bariatrique restrictive et malabsorptive chez les patients obèses? Eh ben, dis donc, elle est technique, cette question, hein. Oui, elle est technique. Oui, 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 oui. Je vais essayer de faire simple. Hmm, Effectivement, on considère que dans la chirurgie de l'obésité, il y a deux mécanismes. Celui de réduire la taille de l'estomac, c'est le mécanisme de l'anneau, de la sleeve, mais aussi le bypass, hein, il se base en grande partie sur ce mécanisme, réduire la taille de l'estomac. Et donc, on hmm. mange, l'estomac est plus petit, il peut recevoir moins d'aliments, et donc l'assiette, forcément, Ah, votre image, je crois qu'on a un petit souci technique, docteur Lazati. Je ne sais pas si vous nous entendez. Alors, on vous entend plus et votre image s'est figée, malheureusement. Alors, je vais voir si, mécanisme. Ah, super, vous êtes revenu. Je suis désolée, vous Ah, avez été, tout s'est stoppé pendant une petite dizaine de secondes. d'accord, excusez-moi. Pas de Euh, souci. donc, la malabsorption, c'est donc on mange moins et on absorbe moins. C'est un mécanisme qui peut être très puissant, mais qui peut basculer rapidement dans la malnutrition, dans la dénutrition. Et donc, Mm. nous sommes un peu frileux en termes d'équipe il y a certaines techniques avec une efficacité remarquable, mais qui jonglent un peu entre la malabsorption et la dénutrition. Et donc là, euh, c'est c'est délicat, hein, c'est plus délicat. Je comprends. Alors ensuite, on a une question par rapport à la sleeve, justement. Lorsqu'on est en train de reprendre et qu'on se sent en danger de reprise de poids, peut-on faire appel au centre spécialisé obésité? Alors j'imagine celui par lequel on a justement eu le suivi initial, ou peut-on être aidé par les médicaments, les nouveaux médicaments arrivant sur le marché? Donc je vous laisse peut-être répondre sur votre partie, mais du coup ça fera par la suite l'objet effectivement de l'intervention du professeur Aaron Wineski sur la question des médicaments. Mais déjà, effectivement, est-ce que vous pouvez nous parler en cas de reprise de poids, quelle aide peuvent apporter les centres spécialisés obésité aux patients qui ont déjà été opérés? Alors, je deux mets ça. La question, Mhm. elle est hyper intéressante et Mm. en fait, on se la pose régulièrement et euh, je vais vous donner une réponse sans donner une réponse. La première chose, je dis, si vous êtes suivi et vous êtes content du suivi que vous avez, même si c'est pas un centre spécialisé obésité, j'ai envie de dire, restez avec votre équipe qui vous connaît. Bien sûr, si pour une raison quelconque, vous avez il n'y a, qu'on a envoyé. Alors, il n'y a pas de attends, problème. hop, Il n'y a pas trésorière. de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si vous vous entendez bien avec votre équipe, je vous invite à rester avec votre équipe qui vous suit depuis des années. Mm. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, alors, quand on reprend du poids après chirurgie, donc, la Mm. prémisse, c'est que oui, c'est vrai, il y a un certain nombre de patients qui reprennent du poids, qui reprennent même pas mal du poids. C'est pas hyper clair, mais on va dire un patient sur cinq reprend pas mal de poids. Qu'est-ce qu'on fait à ces moments-là? Eh bien, c'est une très bonne question. Et euh, la première chose, effectivement, c'est retourner à consulter. Les médicaments, je veux pas prendre la partie, le sujet des Judith, mais c'est un sujet prometteur. Effectivement, quand on reprend du poids, il y a plusieurs solutions. Mais la première chose, allez revoir votre équipe. Super. Alors, on a également une autre question concernant la sleeve. Donc, bonsoir. Dans les suites d'une sleeve gastrectomie, existe-t-il un risque de distension de l'estomac qui reviendrait à sa contenance initiale? Oui et non. Encore une fois, la question est complexe. Mhm. C'est-à-dire que l'estomac, oui, peut se dilater. Euh, D'ailleurs, il se dilate chez tout le monde un petit peu, hein, il se relâche un peu l'estomac. C'est pour ça que les premières semaines, les patients ont du mal à manger
il mange qu'émouliné ou mixé et après, il retrouve une alimentation normale. Il se relâche un peu l'estomac. Ça, c'est normal, c'est physiologique. D'accord. La distension jusqu'à retrouver la taille initiale, alors, c'est pas un mécanisme naturel de l'estomac. Il- Là, il faut se poser des questions Mm. pour l'intervention initiale. Est-ce que l'estomac a été coupé oui, c'est ça, comme il se doit, oui, Mm. ou pas. Voilà. D'accord. Une petite dilatation est physiologique. Une dilatation majeure c'est pas forcément le patient qui la provoque. D'accord. Et alors, en moyenne, combien de temps en moyenne dure le suivi diététique avant et après l'opération? Alors, après l'intervention, il n'y a pas de limite Mhm. parce qu'on dit que le suivi doit être à vie. Alors, c'est ce que je dis à mes patients, le suivi doit être à vie. Euh, c'est un peu comme le mariage à l'église, quoi. Enfin, c'est Mm. pas toujours, quoi. Donc, voilà. Et là encore, on a, comment dirais-je, des règles, des bonnes conduites, des indications, des recommandations, d'ailleurs, qui nous venons de remettre à jour récemment, qui nous indiquent qu'en prise en charge des minimum 6 mois, c'est indispensable. Après, la période préopératoire peut être plus longue au cas par cas, hein. Je, je, je pense que certains patients et patientes nécessitent du temps pour mûrir la réflexion, pour travailler Mm. sur leur côté diététique. Encore Mm. une fois, il y a une variabilité individuelle et je pense que on ne peut pas faire une règle pour tout le monde. D'accord. Et alors justement, je vous propose que la dernière question soit dans cette lignée, toujours sur la question des comportements alimentaires, puisqu'on en parlait. On a une personne qui nous demande comment est gérée la transposition du comportement addictif à la nourriture, par exemple sur l'abus de substances suite à l'opération. Je vous relis la question. Comment est gérée la transposition T'as du compris? comportement addictif à la nourriture sur l'abus de substances, par exemple, suite à l'opération? Non, j'ai bien compris la question. Mm. Encore une fois, vous posez des questions qui sont hyper pertinentes Mm. et qui sont hyper difficiles aussi. Si euh, vous craignez de transposer une addiction à la nourriture vers d'autres substances, c'est pas le chirurgien qui va vous aider. Et je pense qu'il faut un accompagnement psychologique. Mm. Ou il faut un soutien à ce niveau-là. Mm. Quelqu'un qui soit expert dans l'accompagnement de l'addiction. En préventif, d'ailleurs. Voilà. Avant de basculer dans d'autres addictions encore plus néfastes, Mm. hein, comme ça pourrait être l'alcool ou autre chose. Mm. Mais je pense qu'un accompagnement psychologique, ça s'imposerait. Merci beaucoup, docteur Lazati. C'était extrêmement intéressant. On remercie sincèrement tous les participants qui ont posé plein de questions. Donc, on a essayé de regrouper un petit peu par thème. J'espère qu'on a pu répondre à toutes les questions. Sinon, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. S'il nous reste un petit peu de temps à la fin du webinaire, on pourra essayer de revenir sur les questions qui n'ont pas eu de réponse au cours des interventions. Et du coup, je vous propose qu'on fasse le lien justement avec la fameuse question qui a été posée tout à l'heure sur les nouveaux médicaments dont on entend beaucoup parler ces derniers temps dans la presse, sur les réseaux sociaux. Docteur Judith Aron Wisniewski, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Donc, on va vous passer la main aussi sur le partage d'écran, puisqu'on vous remercie, vous nous avez préparé des slides pour pouvoir nous expliquer, nous en dire plus justement sur finalement de quels médicaments on parle. Ce qui est intéressant aussi pour nos adhérents, c'est de savoir finalement où est-ce qu'on en est par rapport à ces nouveaux traitements. Est-ce qu'on est encore dans une phase plutôt expérimentale de recherche? Est-ce que finalement, on est déjà sur une mise en vente de ces médicaments. Voilà. On a beaucoup de questions de la part de nos adhérents sur cette nouveauté. Alors, Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis extrêmement touchée d'avoir été invitée. Donc, il y a plein de questions, mais je vais essayer d'y répondre petit à petit.
Et peut-être que la première chose que je voudrais vous remontrer quand même, c'est que, il y a quand même des grosses nouveautés en France et l'HAS s'est emparée de ce sujet de l'obésité puisqu'il y a des nouvelles recommandations sur la prise en charge médicale qui ont été publiées en juin 2022 et des recommandations chirurgicales, comme Andrea le disait à l'instant, qui viennent de sortir la semaine dernière, auxquelles d'ailleurs nombre d'entre nous là avons participé, y Oui. compris Anne-Sophie Joly. Et de ces recommandations de bonne pratique sont issues aussi des guides de parcours de soins médicaux et chirurgicaux qui sont consultables évidemment en ligne et qui mettent un peu le cadre sur les bonnes pratiques. Alors, vous me posez la question des nouveaux médicaments et c'est un sujet en effet tout à fait phare et novateur du moment. Moi, j'ai choisi de vous parler de deux molécules uniquement, enfin, en Mhm. fait trois, celles qui sont actuellement indiquées dans le traitement de l'obésité en France. C'est le liraglutide, c'est-à-dire un analogue du GLP-1 qu'on s'injecte sous la peau une fois par jour, qui était un ancien traitement du diabète, donc c'est pas quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas. Ce médicament, on le connaît depuis plus d'une dizaine d'années et il a été testé dans des études. On peut pas faire tellement mieux en termes de niveau de preuve, c'est-à-dire randomisé. On tire au sort des personnes qui vont recevoir le traitement et d'autres qui recevront malheureusement un placebo. Et on compare les résultats. Pardon, je suis pas sûre que vous revoyez mon écran. Non, je sais pas ce que j'ai Alors, fait. on voit bien votre écran, mais là, voilà, ça y est, c'est revenu en plein écran au niveau du diaporama. Ok. Et donc la deuxième chose hyper importante, et j'aurais dû le dire d'emblée, toutes ces études qui ont testé l'efficacité de ces médicaments, c'est toujours en deuxième intention d'une prise en charge nutritionnelle. Et donc c'est ce qu'ils ont fait dans ces études. Vous voyez, ils se sont assurés que l'équilibre alimentaire était atteint. Ils ont proposé une restriction calorique modérée, comme ça a été proposé dans la recommandation médicale, et d'essayer d'atteindre les niveaux d'activité physique recommandés en population générale. Et à chaque fois, ces études évaluent la perte de poids et puis la tolérance des médicaments, bien sûr. Alors, je vous montre une seule étude, c'est un exemple, mais il y en a eu plusieurs avec cette molécule-là. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, quand on est sous placebo en vert, mais qu'on a mis en place des mesures nutritionnelles, bah, il y a une perte de poids. Et quand on y associe et les mesures nutritionnelles et le liraglutide, il y a une perte de poids qui est bien plus importante et significativement plus importante. Alors ça, c'était une première étude à 20 semaines où on voit qu'on atteint presque les 9% de perte de poids à la dose maximale, avec, vous voyez, plus de 76% des gens qui obtiennent 5% de perte de poids, ce qui est considéré comme un succès, et près de 30% qui atteignent 10% de perte de poids. Alors, ce médicament, il a été évidemment évalué sur un plus long terme, et ça, c'est aussi important avant de mettre en place des médicaments en pratique courante, puisque cette étude, elle avait 3 ans de suivi, et vous voyez qu'on atteint le plateau presque au bout d'un an, et qu'ensuite le poids se maintient, et il remonte ici dans les cases vertes quand le traitement est arrêté à la fin de l'étude, ce qui nous suggère quand même que ce traitement, c'est un traitement qu'il faudra prendre sur le long terme. Euh, D'accord. alors, il y a quand même des règles, c'est-à-dire que ce médicament, si on le prescrit, il faut atteindre la dose maximale, sans effet secondaire bien sûr, mais on l'arrête au bout de 3 mois de dose maximale si la personne n'a pas perdu les 5% de perte de poids, ça veut dire que c'est pas du tout une personne qui va bien répondre. Donc ça, c'est la première molécule, et cette molécule, elle est actuellement disponible en pharmacie, sur prescription bien évidemment, mais non remboursée, et je pense pas qu'elle le sera jamais, et il faut compter quand même environ 280 euros, je dirais, par mois de traitement. Voilà. L'autre médicament beaucoup plus intéressant, c'est le sémaglutide. Lui aussi, on le connaît depuis très longtemps dans le traitement du diabète, mais dans le traitement de l'obésité, on peut monter à des doses bien supérieures. Et à nouveau, vous voyez, il a été testé dans des études randomisées de très bonne qualité, toujours en association avec le fait de mettre une prise en charge nutritionnelle avant. Et là, vous voyez que cette étude, on était à plus d'un an de suivi et on obtient sous traitement, la ligne bleue ici, près de 15% de perte de poids chez les patients qui ont reçu le traitement. Et quand on regarde l'efficacité, puisque Andrea l'a dit tout à l'heure, hein, les résultats sont variables en termes de réduction de poids après la chirurgie bariatrique, en fait, c'est vrai aussi après un traitement médicamenteux. Et donc, vous voyez que la grande majorité des gens perdent 5% du poids, 70%, plus de 10% du poids. Et puis, il y a même des extrêmement bons répondeurs, puisque un tiers d'entre eux perd 20% de perte de poids, ce qui est l'équivalent d'une sleeve réussie au bout d'un an.
Et alors en même temps que les personnes améliorent leur poids, elles améliorent évidemment la qualité de vie et puis plein de paramètres métaboliques qui sont à risque de développer des maladies de santé plus tard. Alors, évidemment, la question qui se pose, parce que dans l'optique des médicaments, il y en a eu plein dans le passé qui ont tous été retirés pour effets secondaires graves. Ces médicaments, comme je vous l'ai dit, on le connaissait depuis longtemps dans le diabète, et les effets secondaires pour le traitement de l'obésité, ils sont équivalents, on va dire. C'est principalement lié à leur mode d'action, c'est-à-dire que ça ralentit la vidange gastrique, donc ça peut induire des nausées chez à peu près 40% des patients, voire des vomissements si on ne s'arrête pas quand on sent le rassasiement chez 25% des patients. Et puis l'autre chose qu'on connaissait aussi, c'est que quand on perd du poids rapidement, et ça c'est vrai aussi avec une chirurgie bariatrique, on va développer des calculs dans la vésicule biliaire. Et c'est une des problématiques de ces médicaments. Voilà, on ne sait pas encore comment surveiller les patients qui vont recevoir ce traitement, s'il faudra, comme pour la chirurgie bariatrique, faire des échographies ou faire un traitement préventif, mais c'est une question qu'il faudra qu'on résolve dans le futur. Alors, une autre question qui est souvent posée par les patients, c'est ce traitement, dois-je le prendre à vie? Les études ont plus ou moins déjà répondu à cette question. Vous voyez le schéma ici de cette étude. En pratique, tout le monde commence le traitement. On monte les doses progressivement jusqu'à 2,4, la dose maximale. Et puis, à ce moment-là de l'étude, un groupe continue le traitement et l'autre groupe arrête et passe sous placebo. Et le but de l'étude, c'était de regarder l'évolution du poids dans les deux groupes. Alors, je crois que c'est pareil, c'est assez clair le résultat. Les personnes qui ont arrêté le traitement, qui sont sous placebo, ils reprennent du poids, pendant que ceux qui continuent le traitement continuent leur perte de poids, puisqu'on n'était qu'à 20 semaines, le plateau de perte de poids n'avait pas encore été atteint. Donc, c'est les résultats de toutes ces études, et j'en ai montré que 2 exemples, mais il y en a une grande quantité, qui ont permis au groupe de travail des recommandations de la Haute Autorité de Santé d'indiquer que ce traitement, il relevait d'un niveau 2 et 3. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un médecin spécialiste de l'obésité. L'idée, c'est vraiment de le prescrire au bon moment, d'avoir une pertinence des soins et d'éviter les dérives il y a pu y avoir aussi dans le passé. Et ce traitement, on le donne en deuxième intention d'une prise en charge nutritionnelle qui a déjà été entamée et qui est en échec puisque les personnes n'auraient pas encore perdu du poids suffisamment. Et c'est donc les analogues du GLP-1. Alors, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que on a eu une énorme chance, nous les professionnels de santé et les patients qui ont pu en bénéficier, d'obtenir ce qu'on appelle un accès précoce, c'est-à-dire la mise en place d'un médicament disponible uniquement en pharmacie hospitalière et sous des conditions bien spécifiques. Et donc, en juillet 2022, on a pu donc débuter ce traitement si les personnes avaient un indice de masse corporelle au-dessus de 40, ce qui était bien au-delà de toutes les études que je vous ai montrées d'ailleurs. Et il fallait qu'en plus de cet IMC supérieur à 40, il y ait des complications graves et traitées de l'obésité, c'est-à-dire une hypertension, une dyslipidémie, une apnée du sommeil ou une maladie cardiovasculaire. Alors, je vais vous montrer après les quelques résultats qui sont actuellement disponibles, mais pour qui sera disponible ce traitement dans le futur, et on espère vers la fin 2024, c'est ce que l'HAS a publié en décembre 2022. En fait, pour des personnes qui auraient plus de 35 d'IMC, moins de 65 ans. À l'époque, l'HAS demandait des résultats sur la mortalité cardiovasculaire. Est-ce que ce médicament était aussi efficace? Et les résultats de ces études n'étaient pas encore disponibles. Elles le sont aujourd'hui et je vais vous en parler dans une minute. Je voulais juste vous montrer les résultats quand même en France. Ce traitement, il a pu être donné à près de 10 000 patients en fait sur le territoire. Toutes les personnes qui ont débuté ce médicament dans le cadre de l'accès précoce peuvent normalement le poursuivre jusqu'à octobre 2024 et on espère qu'à ce moment-là, ce médicament sera alors disponible dans les pharmacies. Vous voyez que sur ces 10 000 patients, en fait, il y a eu des événements indésirables, mais finalement assez peu par rapport au nombre total des patients qui ont reçu ce traitement.
Et finalement, assez peu de patients ont choisi d'arrêter le traitement. Et puis, il faut quand même le citer, on a en France un groupement de recherche qui s'appelle FORCE et qui va coordonner l'analyse de toutes les résultats de ces patients pour voir en population, en vie réelle, comment ce médicament a fonctionné et si c'était aussi efficace que dans les études que je vous ai montrées précédemment. Et donc, dernière chose, et c'est un résultat pas négligeable, puisque c'est sorti en novembre dernier. Cette fois, les patients ont pris, c'est une étude randomisée à nouveau, où les patients inclus avaient déjà fait un infarctus ou un événement cardiovasculaire. Donc des gens qui sont très à risque de récidiver ce type d'événement, voire de mourir de mort cardiovasculaire. Et l'objectif de l'étude était de regarder si, quand les patients recevaient ce traitement, en plus de tous leurs autres médicaments cardiovasculaires, il y avait un bénéfice sur la mortalité. Et donc, les résultats sont sans appel, hein. C'est moins 20% de réduction de la mortalité chez les patients qui ont été traités. Donc, c'est un résultat franchement tout à fait positif. Alors, dans cette étude, il n'y avait pas de suivi diététique, il me semble. Et donc, la perte de poids est un peu moindre que celle qui avait été observée dans les études, les précédentes études que je vous ai montrées. Donc, ça, c'est les médicaments qui sont actuellement disponibles. Et dont j'espère qu'on aura prochainement un prix, un remboursement et une disponibilité en pharmacie de ville. Et puis, on peut pas, alors j'aurais pu laisser Karine parler de ces sujets-là quand même, puisque c'est quand même ses travaux que je vais montrer. Il y a une autre nouveauté énorme, alors elle va concerner une partie de la population vraiment très restreinte, mais c'est des patients qui ont des obésités liées à une mutation génétique et il n'y avait pas beaucoup de traitements, enfin il n'y avait rien comme traitement en fait pour ces personnes dans le passé. Et donc, euh, je vais revenir là-dessus. C'est des mutations qui se passent sur toute la voie qu'on appelle leptine, mélanocortine. Tout ça, c'est des gènes qui sont dans le cerveau et qui sont importants pour réguler la prise alimentaire, la dépense énergétique. Et quand il y a une mutation sur un de ces gènes, les patients ont une impulsivité alimentaire majeure et une obésité vraiment très sévère. Et donc, ce nouveau médicament qui s'appelle le 7-mélanotide, il va aller agoniser le récepteur ici en aval de la voie mutée. Et donc, les résultats sont assez intéressants eux aussi, réservés, je reviendrai là-dessus, à certains patients, bien sûr. Et vous voyez la démonstration là chez des patients qui avaient une mutation du récepteur à la leptine, pardon, ici, ou une mutation POMC sur la voie que je vous ai montrée juste avant. La perte de poids est importante, mais plus intéressant encore, leur sensation de faim est extrêmement améliorée et leur qualité de vie l'est aussi. Alors pour les effets secondaires de ces médicaments, c'est surtout la pigmentation de la peau et il y a besoin de surveiller les névis, enfin, les grains de beauté pour s'assurer que il n'y a pas de risque cancéreux. Voilà les réactions majeures de ce traitement. Et donc ce traitement, il a été autorisé lui aussi actuellement sous la forme aussi d'un accès précoce, mais les conditions de prescription, c'est d'avoir une mutation soit sur le gène du récepteur à la leptine, soit le gène POMC, soit le gène PCSK1, soit plus récemment avec des études plus récentes qui ont démontré aussi l'efficacité dans le syndrome de Bardet-Biedl, qui est encore une autre maladie génétique qui cause l'obésité. Et puis, encore plus récemment, pour des obésités dites secondaires, c'est-à-dire que des patients peuvent développer des tumeurs cérébrales au niveau de l'hypothalamus, ce qui engendre à peu près les mêmes symptômes que les mutations génétiques. Et il y a donc maintenant une autorisation d'utilisation de ce traitement pour les personnes qui ont une lésion hypothalamique. Voilà, donc bon, je vais arrêter le partage parce que je pense que je peux conclure sans slide. J'espère vous avoir montré que c'est une révolution thérapeutique, mais qu'il faut qu'elle soit encadrée et d'abord par la mise en place quand même d'une prise en charge nutritionnelle qualitative, mais elle apporte des résultats et des bénéfices en termes de réduction de poids et de santé qui sont assez majeurs. Alors, ils sont pas encore
complètement disponibles sur le marché là en 2024, mais j'ai aucun doute qu'ils arriveront. J'ai choisi de ne pas vous parler d'autres médicaments en développement, mais il y a d'autres molécules qui arrivent aussi et qui sont encore plus puissantes que celles que je viens de vous montrer. Voilà. Merci infiniment. C'était passionnant et du coup, on a beaucoup de questions. Alors, il y a eu beaucoup de réactions au moment où vous avez parlé du prix du traitement. Je crois qu'on était sur 250 euros de mémoire. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que ce traitement n'est pas pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles, alors que les études que vous pouvez montrer démontrent une vraie efficacité? Voilà, et on a eu pas mal de réactions sur cette incompréhension par rapport à la non prise en charge. Alors, celui qui n'est pas pris en charge, c'est la forme injectable quotidienne qui D'accord, certes induit une perte de poids, mais qui reste quand même modeste, entre guillemets, 9%, d'accord. avec un besoin de s'injecter quotidiennement. Donc pour la qualité de vie, je pense que c'est pas tout à fait adapté. Hmm, Et surtout, le deuxième médicament que je vous ai montré, un, il mhm, est plus puissant, deux, on se l'injecte une fois par semaine. hmm, C'est lui qui a démontré son bénéfice cardiovasculaire et c'est lui qui, à mon avis, aura un remboursement. Voilà. d'accord. Alors, comment j'explique que la CNAM n'est pas Hmm, voulu rembourser? J'ai du mal à vous l'expliquer parce que je ne travaille hmm, pas à la CNAM, mais oui, c'est d'accord. c'est les éléments que j'en Ouais. comprends en tout cas. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ça a généré beaucoup de réactions parce que je pense on a beaucoup de participants qui ont sûrement eu beaucoup d'espoir effectivement avec les dernières études et qui souhaitaient pouvoir accéder à ce traitement. Mais on a eu aussi des témoignages de personnes qui n'arrivent pas à accéder à un professionnel de santé qui soit justement habilité aussi à la prescription. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux personnes qui souhaiteraient pouvoir accéder à ces traitements, à cette prescription? Alors, les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé sur les recommandations médicales, elles ont Mm, bien réalisé une classification de la sévérité de l'obésité. Et en fonction de la mm, sévérité de l'obésité, on peut accéder enfin, à une prise en charge soit par son médecin généraliste, niveau 1, faible sévérité. Niveau 2, c'est le médecin spécialiste de ville ou d'hôpitaux généraux, mais spécialisé dans la prise en charge de l'obésité ou de l'endocrinologie. Et niveau mhm. 3, c'est les formes les plus sévères. Et là, les patients peuvent demander une prise en charge dans un CSO proche de leur lieu de vie. D'accord. Évidemment, les gens ne sont pas cantonnés à ces niveaux. Si les personnes qui sont prises en charge dans le niveau 1 sont en échec d'une prise en charge ou que le médecin généraliste a besoin d'un avis d'un spécialiste, il peut Mhm, le demander. Et donc, par ce biais, évidemment, euh, pouvoir bénéficier d'un traitement médicamenteux si besoin. Mais encore une fois, ça reste quand même une deuxième intention. J'ai pas mm, parlé du tout ici de la prise en charge nutritionnelle, mais le repérage des troubles du comportement mm, alimentaire est indispensable avant euh, de mettre ce type de traitement qui n'est pas un traitement des troubles du comportement alimentaire. mm. D'accord. Alors, on avait justement une question sur l'alimentation, où des personnes se posaient la question, finalement, est-ce que c'est le traitement qui a généré la perte de poids et pas le changement de style de vie pour l'étude que vous nous avez montrée, ou qui incluait justement le suivi diététique? Vous nous avez montré ensuite une autre étude où le suivi diététique n'était pas inclus. On voyait quand même un effet clair du médicament, il me semble. Clair, mais moindre, Hmm. vraiment moindre. Ouais. Donc ça, c'est quand même important à prendre en compte. Hmm. Et comme je vous l'ai dit, ces effets, c'est des études randomisées, c'est-à-dire qu'il y a un bras qui va avoir la nutrition seule et l'autre bras va avoir la nutrition plus le médicament. Donc Hmm. dans les deux bras, il y avait une perte de poids. Ouais, La ouais, ouais. perte de poids vraiment intéressante qu'on observe, c'est avec les deux. Et Hmm. dans l'autre étude, le groupe placebo perdait un petit peu, moins de Hmm. 1%. En effet, donc le traitement est efficace, bien évidemment, Hmm. mais il est efficace puisque, comme il ralentit la vidange gastrique, les gens vont sentir le rassasiement bien plus vite que sans traitement. Et de ce fait, ils mangent des quantités qui sont moindres. Hmm. Vous avez raison, l'aspect nutritionnel, il est important parce que c'est important la qualité de ce qu'on mange. Mais Oui. il y a aussi l'aspect quantitatif. Voilà. Et pour avoir suivi un certain nombre de patients qui ont pu bénéficier de cet accès précoce, les gens disent, hein, je me limite, je n'ai plus envie forcément de me resservir, je suis bien. Et je pense que Hmm. ça participe aussi de cette amélioration de la qualité de vie.
D'accord. Alors, on a une question, justement, vous parliez des troubles du comportement alimentaire. On a une personne qui nous a expliqué souffrir d'hyperphagie, avoir fait une chirurgie bariatrique dans le passé, malheureusement avoir retrouvé l'hyperphagie quelques années après, donc avoir repris du poids. Est-ce que sur ce type de patients ou sur lesquels il y a déjà une chirurgie bariatrique, est-ce qu'il y a des préconisations spécifiques, une approche spécifique qui est proposée sur l'orientation médicamenteuse par la suite? Alors, bah, c'est une question qui rejoint un peu celle qui avait été posée à Tout Andrea à tout fait. à l'heure, mais donc on a beaucoup travaillé cette histoire de reprise de poids après chirurgie bariatrique et Mm, l'ensemble du groupe de travail a estimé que avant de donner un médicament, de décider de refaire une intervention, reprendre les différents éléments qui expliquent la reprise de poids et typiquement la récidive d'un trouble du comportement alimentaire, il faut le prendre en charge efficacement avant de proposer autre chose. Alors le médicament, ça peut être une aide si la reprise de poids a été majeure et la qualité de vie ou le quotidien devient vraiment compliqué. Mais ça n'est pas la solution au problème et je pense que c'est se tromper que de ne pas reprendre en charge le trouble du comportement alimentaire, même si, j'ai bien mm. conscience, c'est long et les résultats mettent du temps à s'observer, mais c'est quand même ça ce qu'il faut faire en priorité. D'accord. Ok. Alors, on avait aussi une question très technique. Je vais vous la lire. Ces essais ont... Ah non, attendez, excusez-moi. Hop. Indication identique des analogues GLP-1 pour SOPK obésité, liraglutine ou exénatine. Alors, SOPK, je ne sais pas vous répondre, c'est pas du tout ma Hmm, spécialité. Moi, je vous parle là d'une indication dans l'obésité. mhm, Alors, il n'est pas, enfin, bien évidemment, le SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est, qui engendre globalement une des troubles de obésité. la fertilité Hmm, et qui sont liés à l'insulinorésistance. C'est quelque chose qui accompagne souvent l'obésité. Donc, ça peut être l'obésité plus le SOPK. C'est pas le hmm, SOPK qu'on va traiter de cette manière, c'est l'obésité. L'exénatide, non, non, ça n'a pas l'indication. Les deux seules molécules les deux analogues du GLP-1 qui ont démontré leur efficacité dans le traitement du poids, c'est le liraglutide et le sémaglutide. ok. Et on a eu aussi, pour terminer, beaucoup de questions sur le Wegovy, de personnes qui, a priori, donc, sont dans les protocoles pour pouvoir y avoir accès. Mais au niveau voilà, de témoignages similaires, au niveau de la pharmacie de l'hôpital, on leur annonce qu'en gros, ils pourront bénéficier du traitement jusqu'en octobre, mais après, il y a une impossibilité a priori pour le moment de se projeter au-delà, ce qui peut être générer de l'inquiétude chez ces patients. Alors, je le comprends, c'est bien ce que j'ai dit lors Mm, de mon topo. Euh, le laboratoire s'est engagé à fournir le médicament dans le cadre de cet accès précoce un an après la fin de la mise en place, c'est-à-dire octobre 2024. mm, Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a une rupture d'approvisionnement de ces molécules, y compris pour les personnes diabétiques. Donc en fait, on ne peut plus mettre de nouveaux patients atteints de diabète sous ces traitements-là puisqu'ils ne sont plus disponibles. Euh, je crois qu'il y a quand même deux éléments qui forcent un peu l'optimisme. D'abord, il y a eu un investissement massif de 2 milliards d'euros dans la production d'une usine à Tours en France, dans la production des analogues du GLP-1. Donc, il faut la mettre en place pour que la production avance. Mais ça veut dire que ça va arriver et de manière importante. mhm, Et la deuxième chose, c'est que la Haute Autorité de Santé demandait les résultats de la mortalité cardiovasculaire. C'est ce que l'étude SELECT a proposé. Et donc, avec ces éléments-là, le laboratoire est en discussion actuellement sur l'obtention d'un prix et d'un remboursement de ce médicament. Voilà, nous ne sommes qu'en mars. J'ose espérer que vers la fin de l'année, les démarches administratives seront résolues pour que le médicament soit disponible. Mais je super, comprends merci. Mm. l'inquiétude générée. Non, mais je pense que déjà, voilà, d'avoir ces éléments de contexte peut déjà commencer à rassurer les participants qui sont confrontés à cette difficulté.
Super, bah écoutez, je vous remercie infiniment. C'était passionnant. On a encore beaucoup de questions, mais voilà, c'est important qu'on puisse continuer le programme. Comme on le proposait tout à l'heure, s'il nous reste un petit peu de temps à la fin du webinaire, on a noté quelques questions de côté pour revenir vers vous avec ces questions. Et du coup, je vous propose qu'on passe la main au professeur Karine Clément. Merci infiniment d'être présente ce soir pour nous parler du microbiote. Donc, on vous laisse prendre le partage d'écran, ce que vous nous avez également préparé un support qui va nous en dire un petit peu plus sur le microbiote. Hop. Voilà, super. Votre écran arrive. Ben, bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend, on vous voit. C'est Ok, parfait. merci. Alors, en discutant, ben, merci pour cette invitation également. Donc, je vais effectivement vous parler des pouvoirs du microbiote, vous dire un petit peu quelques mots de la recherche. Peut-être en préambule, ce qui est important de mentionner, c'est que Judith Aron vient de parler des traitements, hein, et il faut garder en tête que, en fait, ces développements viennent au départ d'une recherche académique. C'est-à-dire qu'il y a déjà une trentaine d'années, il y a eu des découvertes que l'intestin était capable de fabriquer en fait des hormones, dont le GLP-1, mais d'autres. Et que, vous voyez, beaucoup d'années plus tard, aujourd'hui, il y a ces possibilités, ces options thérapeutiques. Donc, dans ce domaine, je pense que c'est important de passer le message que ben, la recherche, c'est majeur et ça peut aboutir à des découvertes. Et vous allez voir que bon, sur le microbiote, ben, c'est une discipline, il faut rappeler que c'est une discipline encore un peu jeune. Et donc, le microbiote, alors effectivement, on peut se dire, bon, on en parle beaucoup, c'est assez médiatisé. Et donc, on peut se dire, bah, finalement, oui, c'est peut-être un acteur hein, de nos changements environnementaux, puis, enfin, un intégrateur d'abord de nos changements environnementaux, puis aussi un acteur. Et donc, en fait, ce que vous voyez là à l'écran, on voit des changements de notre environnement. Bah, certains d'entre vous, bah, vous les connaissez tous, hein, si on pas, alors, j'ai mis l'infection, vous verrez pourquoi après j'ai mis en premier, ça peut paraître un peu surprenant. Donc, on peut partir du bas, bah, on est tous soumis à des stress, des changements de l'alimentation, la sédentarité, il y a des enjeux socio-économiques importants aussi hein, liés aux problèmes de poids. Et puis, bah, on a parlé des médicaments et puis des polluants. Et par exemple, il y a énormément sur toute cette partie-là, beaucoup de recherches pour quels sont les facteurs qui sont impliqués en fait dans le développement de l'obésité. Parce que classiquement, on dit, bah oui, ce sont les changements de l'alimentation et puis la sédentarité. Mais petit à petit, on apprend qu'il y a d'autres facteurs, alors qu'on pourrait dire non caloriques même, par exemple sur certains polluants qui pourraient favoriser, par exemple, le développement de la masse grasse. Donc, il y a une recherche vraiment intense qui cherche à comprendre en fait ça. Et puis, sur la partie droite, on voit des organes. Et en fait, bah, si on reprend la définition de l'obésité, hein, l'obésité, c'est une augmentation de la masse grasse ayant des conséquences sur la santé. Et dans conséquences sur la santé, bah, avec le temps, en étudiant tous ces organes, on s'est aperçu bah, que leur biologie était altérée, était modifiée. Alors, on peut citer des exemples. Par exemple, le tissu graisseux. Bah, le tissu graisseux, on a appris avec le temps que c'était pas une simple poche hein, qui se remplit de graisse, mais bien une glande endocrine, un organe qui va devenir petit à petit malade, dans lequel il va y avoir de l'inflammation, voire même de la fibrose. Et donc, il y a des modifications de la biologie de ces organes, et puis aussi de la façon dont ils se parlent, dont ils dialoguent. Et puis, ben, on vient de parler de l'intestin, et bien en fait, de la même façon, il va y avoir des altérations de la biologie d'organes. Alors, ce qui est intéressant avec le microbiote, c'est que finalement, on peut se dire, ah bah oui, c'est organe, hein, puisqu'il y a même des chercheurs qui disent le microbiote ou nos microbiotes, les microbiotes sont des organes qui sont finalement à l'interface entre nos changements sociétaux et puis notre biologie, et qui pourraient jouer un rôle dans l'altération de notre santé. Alors, en fait, oui, alors donc là, on est en webinaire ce soir, on est un peu plus d'une centaine, je crois, si j'ai bien regardé. Et si vous vous sentez quand même malgré tout un peu seul, eh ben non, vous n'êtes pas seul, puisque effectivement, on sait que en permanence, on dialogue et on est en interaction avec des microbes. Alors, ça fait peur, en fait, les microbes,
Mais cela, il ne faut pas être effrayé parce que on est effectivement en interaction avec au moins 100 000 milliards de bactéries, et pas que des bactéries d'ailleurs, des virus différents, des champignons, des levures qui sont présents en fait dans notre organisme, voire même à la surface de notre organisme. Alors, vous voyez, on voit une dame là à l'écran, bah, voilà, elle a des microbes un peu partout sur la peau, dans l'intestin. Alors, dans l'intestin, c'est là où il y en a le plus, mais dans la bouche, les organes génitaux, etc. Et ils sont absolument essentiels. Et en fait, sans ces microbes, finalement, on ne pourrait pas vivre, hein. Et ils sont acquis dès la naissance. Alors, les fonctions, c'est important de rappeler les fonctions parce que ça va nous amener finalement après à voir dans la régulation du poids ou les complications, comment ces microbes pourraient intervenir, hein. Alors, ce qu'on appelle le microbiote, en fait, tous ces composants. Donc, ils sont essentiels pour la digestion. Si on a des altérations de ces microbes, notamment dans l'intestin, bah, en fait, on va avoir des problèmes de digestion. Et puis, au départ, même très vite, dès la naissance, dans la maturation de notre intestin, voire même dans la synthèse de vitamines. D'ailleurs, en étudiant des patients qui ont eu des chirurgies de l'obésité, hein, comme on a parlé tout à l'heure, bariatrique, ben, on s'est aperçu que le microbiote, justement, il fabriquait pas très bien certaines vitamines, dont les vitamines B, par exemple. Et puis aussi dans la maturation de notre immunité, et puis je vais revenir là-dessus. Et puis bien sûr, bon, on en parle toujours, hein, la relation entre l'intestin et le cerveau, dans nos comportements, ça peut jouer un rôle aussi. Alors, ce microbiote, il est acquis très tôt, dans les périodes clés de la vie. Alors, on dit souvent que les 1000 premiers jours de vie sont très importants dans le développement de l'enfant, hein. Le mode d'accouchement va jouer un rôle, la façon dont on a été allaité ou pas à la naissance. Bien sûr, dans la petite enfance, la prise de répétée, hein, d'antibiotiques. La grossesse sont des événements, et puis aussi à l'âge adulte. Alors, effectivement, on va acquérir ce microbiote, et on dit généralement vers 3-4 ans qu'on a acquis en fait un microbiote presque mature. Mais le problème, en fait, ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent agresser ce microbiote, la façon dont on mange, la prise de médicaments, le tabac, enfin finalement, pas mal de facteurs de notre environnement. Alors moi j'aime bien, alors je vous conseille pour ceux qui sont en ligne d'aller regarder, donc c'est un photographe qui a fait quelque chose de très intéressant. Il a photographié des enfants partout dans le monde pour regarder leurs modes alimentaires. Et en fait, vous voyez, donc on voit en fait ces enfants, alors peut-être la qualité de la photo est pas très bonne à l'écran, mais allez regarder Greg Segal sur Internet et vous verrez, il a pris les différents modes alimentaires de ces enfants dans différentes régions du monde et il les a photographiés. Alors tout ça, ça fait appel au mode de vie en fait. Et donc, il y a une étude très célèbre ici qui a étudié, qui a regardé nos microbes et comment ils étaient diversifiés. L'abondance et aussi, on a en tête souvent la diversification de l'alimentation, ben là c'est les microbes diversifiés. Et en fait, ces chercheurs se sont aperçus que, vous voyez en bleu, là, les points bleus, c'est la perte de richesse de notre microbiote intestinal, donc cette perte de la diversité du microbiote intestinal. Et puis en vert, alors en bleu, ce sont des Américains. Et puis en vert, ce sont des gens qui ont gardé un mode de vie un peu ancestral, en consommant pas mal de fibres, en faisant beaucoup d'activités physiques. En fait, là, le message, c'est qu'on perd nos microbes avec l'industrialisation et l'industrialisation de notre mode de vie, donc finalement la vie moderne. Et donc, bon, vous pourriez me dire, bah, quel est le lien, tout ça, avec la prise de poids? Alors, les données, elles sont venues, en fait, de ce qu'on appelle le transfert de microbiote. Alors, ça aussi, ce sont des études très célèbres où on va regarder tout d'abord des souris sans ces microbes, en fait, sans microbiote. Et en fait, ces souris sans microbiote, c'est difficile de les faire grossir. Elles sont assez actives. Elles mangent beaucoup. Elles sont dans des chambres stériles, là, comme on voit ici. Mais par contre, dès qu'on va leur redonner un microbiote, hop, la prise de poids va apparaître. Et donc, on voit bien ici la relation entre finalement le microbiote et la régulation du poids globalement. Alors effectivement, ce qui a été, il y a déjà 20 ans maintenant, une petite révolution, c'est que les chercheurs, en fait, ils ont fait des transferts de microbiote, soit de souris à souris, voire même d'homme à souris. Et donc, dans ces travaux, l'idée, c'était de mettre du microbiote chez une souris sans germe, et ce microbiote pouvait venir
soit d'un animal avec une obésité, soit d'un animal sans obésité. Ben, en fait, les animaux qui avaient reçu le microbiote de l'animal avec obésité développaient un surpoids, une obésité, des complications, du diabète, de la graisse dans le foie, changer la perméabilité de l'intestin et puis aussi de l'inflammation. Voilà, alors que l'animal qui n'avait pas reçu le microbiote de l'animal avec de l'obésité n'avait pas tous ces caractéristiques. Et ce qui était important aussi, c'est que l'alimentation était importante, notamment pour permettre ou pas l'implantation du microbiote. Alors, on revient sur cette problématique de ce qu'on appelle l'exposome, qui est finalement tout notre environnement dans lequel on est. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a beaucoup de recherches dans ces données-là, notre mode de vie, nos aspects sociaux, voire même, on pourrait même presque parler du changement climatique. En fait, ce que vous voyez à l'écran, alors c'est en anglais, mais je suis sûre que vous pouvez reconnaître tous ces facteurs-là, hein. On a déjà parlé du tabac, de l'activité physique, de l'alcool, la nutrition, bien sûr. En fait, tous ces facteurs-là agissent. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça agit sur nos microbiotes, et notamment en changeant la composition, la diversité et même la fonction, la façon dont le microbiote fonctionne avec notre organisme. Alors nous, il y a déjà quelques années aussi, on s'est dit, compte tenu de l'importance en fait des facteurs environnementaux, il y a certains facteurs qu'on essaie de maîtriser et puis d'autres pas. On a été regarder en fait la richesse et la diversité du microbiote chez des personnes en situation d'obésité. Et en fait, ce que vous voyez là, ces petites courbes, vous montrent que chez des personnes qui ont des problèmes de poids, en fait, une fraction de ces personnes peuvent avoir, comme on l'a vu tout à l'heure, des modifications de la richesse du microbiote et de la diversité. Et vous voyez ici, pour des personnes en situation d'obésité sévère, près de 75% d'entre elles vont avoir un microbiote appauvri. Alors pourquoi c'est important? Parce que quand on a un microbiote appauvri, on a aussi des changements de composition, et on a montré que cet appauvrissement était lié à des complications de l'obésité, troubles des lipides, dyslipidémie, l'augmentation de la masse grasse, la résistance à l'insuline, de l'inflammation, et peut-être quelque chose qui peut-être va vous surprendre, peut-être aussi la réponse immunitaire. Alors en fait, et plus, alors la réponse immunitaire, je vais y revenir, mais plus, ce que je vous montre ici, c'est un travail qu'on a fait avec une petite start-up française dans le cadre d'un partenariat qui est soutenu par la BPI, donc c'est dans des grands programmes nationaux. Et en fait, on a vu même en donnant des questionnaires de qualité de vie à des personnes en situation d'obésité, vous voyez, il y a différentes couleurs, il y a le surpoids, il y a l'obésité de classe 1 jusqu'aux formes les plus sévères. Ça va pas vous surprendre que pour les formes les plus sévères, quand on regarde la qualité de vie, ça altère la qualité de vie. Effectivement, c'est pas une surprise quand on a un problème de poids sévère. Et on a une perception moins bonne, de son état général. Et en fait, quand on fait le lien avec le microbiote, on va avoir des liens. C'est-à-dire que même quand on donne un questionnaire à des personnes sur la perception de l'état de santé, c'est associé à des modifications de la diversité du microbiote. Alors, je voudrais revenir pour terminer, parce que c'est des choses dont on parle peut-être moins, qui est aussi un point de la recherche important, c'est la perturbation des réponses immunitaires. Alors, vous le savez, quand on a eu la période Covid, on était très inquiets pour les patients en situation d'obésité, parce qu'on avait des informations qui montraient que les personnes étaient plus à risque. Et nous, au laboratoire, on a regardé ce qu'on appelle alors, dans notre jargon, qui sont les points de contrôle immunitaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, du coup, j'ai mis des feux rouges et des feux verts. Et en fait, ce que vous voyez, c'est quand c'est rouge, ce sont des points de blocage, en fait, de la réponse immunitaire. Et dans ce cas-là, c'est associé à plus d'inflammation et une moins bonne réponse immunitaire. Et quand c'est vert, en fait, la réponse immunitaire est bonne. Et en fait, on s'est aperçu qu'ici, on a des patients qui sont candidats à la chirurgie de l'obésité. Mais en fait, ce que vous voyez, en fait, tous ces points, c'est essentiellement les feux rouges. C'est-à-dire qu'il y a des changements des points de contrôle immunitaire. Ça veut dire un blocage de la réponse immunitaire. Alors, ce qu'on est en train de faire, ça, c'est un peu les perspectives. C'est dans un grand projet national. Donc, on est en train de regarder les relations entre ces changements de mode de vie dont je viens de vous parler, le tabac, l'activité physique, l'alimentation, le stress,
par un certain nombre de recueils de questionnaires le microbiote et nos capacités à répondre à un stress, à la réponse immunitaire. En d'autres termes, on sait bien qu'il y a des liens entre ces changements de mode de vie et nos capacités de réponse immunitaire. Est-ce que ça pourrait passer par, en fait, le microbiote? Alors voilà, si certains de vos adhérents à l'association veulent participer à cette étude, hein, ce sera avec plaisir. Et en fait, mi-mars, alors l'étude s'appelle Pinapple, vous l'avez à l'écran, et vous pourrez éventuellement contribuer. Et en fait, il y a 6 centres en France qui sont des centres cliniques, qui vont en fait proposer à des patients d'avoir des données sur leur qualité de vie, sur le microbiote et sur la réponse inflammatoire et immunitaire. Alors, finalement, je vous ai parlé de l'intestin, je vous ai parlé du microbiote, mais il faut bien avoir en tête que c'est la barrière intestinale qu'il faut préserver. Et il y a plein de composants dans cette barrière intestinale. Et une des difficultés, effectivement, dans les problèmes de poids, c'est que souvent, c'est un cercle vicieux entre les changements du microbiote, notre biologie, et puis ça correspond, nous, on pense que ça contribue à la chronicisation des problèmes de poids. Alors, je suis sûre qu'il va y avoir des questions, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer en fait son microbiote? Alors, c'est une discipline assez jeune. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des probiotiques, c'est-à-dire ce sont des bactéries vivantes qui sont testées, mais on est à un stade encore très précoce. C'est-à-dire certaines bactéries. Alors, vous voyez, je ne vais même pas vous lire les noms parce que c'est des noms assez compliqués. Il faut s'entraîner en microbiologie. Effectivement, c'est au stade de la recherche. Et aujourd'hui, il faut vraiment des études pour montrer l'intérêt en prévention ou dans le traitement. Et on est vraiment au tout début, en fait, d'une discipline. Alors, on pourrait dire, manipuler le microbiote, je vous ai parlé de l'importance de l'alimentation. Oui, ce qu'on a montré, c'est qu'une alimentation la plus diverse possible va entraîner une diversification du microbiote, et ça, c'est important. On est encore très tôt dans les processus pour la recherche, hein, ce qu'on appelle les probiotiques ou les prébiotiques. Alors, les prébiotiques, c'est essentiellement les fibres. Et puis, tout à l'heure, avec le docteur Lazati nous a parlé de la chirurgie bariatrique. Et donc, on a montré qu'effectivement, chez des patients, on a suivi, donc c'était le travail de Judith Aron laboratoire, c'est que après la chirurgie bariatrique, il y avait une amélioration de la richesse en fait du microbiote intestinal. Et puis le transfert fécal, en fait aujourd'hui, c'est de la recherche essentiellement. Voilà, ça c'est ce que je vous ai dit sur la chirurgie bariatrique. En fait, on améliore sa richesse intestinale après la chirurgie bariatrique. Voilà, donc en fait, je vais m'arrêter là. Donc, et ce que je voulais vous montrer, c'est tout ça, c'est ces changements de diversité du microbiote qui touchent nos intestins. Mais finalement, on est dans un monde globalisé et il y a des enjeux aujourd'hui. On parle de l'alimentation, de la bonne alimentation. Il y a des enjeux également des sols, la diversité des microbes dans les sols, dans les océans et aussi chez l'homme. Et tout ça, c'est une question d'équilibre et de restauration des équilibres. Donc, vous voyez que les problématiques des microbes nous touchent en tant qu'humains, mais aussi en tant qu'humains dans notre environnement. Professeur Clément, c'était passionnant. On a reçu plein de questions. On a beaucoup de personnes qui ont manifesté leur intérêt par rapport à l'étude Pinapple dont vous avez parlé. Est-ce que voilà, les personnes demandaient à en savoir un petit peu plus sur cette étude pour voir si ça pourrait les intéresser d'y participer? Oui, alors l'idée de Pinapple, c'est un programme qui est soutenu par la BPI, qui est la Banque populaire d'investissement, et qui soutient des projets académiques en lien académique et privé. Donc c'est un consortium, un mini consortium, et il y a donc 6 centres en France, à Paris, à Marseille, à Colmar, à Dijon et à Bordeaux, ainsi qu'à Lille, et donc dans différentes régions de France. Et l'idée, c'est de collecter des informations chez des personnes en situation d'obésité, environ 2500 personnes, dans lequel on leur proposera de remplir un questionnaire sur justement tous ces événements liés à leur environnement, dont je vais mentionner dans la présentation. Super. Un prélèvement de sel, et puis une prise de sang, juste une prise de sang, dans lequel on va regarder l'état inflammatoire. Et puis, donc ça, c'est la première partie de l'étude. Et puis, exactement sur cette idée-là, c'est que quels sont les éléments. Alors, pourquoi d'ailleurs ça? Parce que, en fait,
Vous savez qu'on parle beaucoup de la réponse immunitaire. On dit, bah, tiens, si je mange tel et tel truc, je vais améliorer ma réponse immunitaire. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques solides, souvent, sur des facteurs alimentaires liés à l'alimentation. Donc, ce qu'il y a derrière ce projet, c'est de donner des conseils ensuite personnalisés d'alimentation pour pouvoir améliorer à la fois le microbiote et les capacités de réponse immunitaire. C'est ça l'idée. Donc c'est relativement simple en fait. C'est répondre à un questionnaire en général en ligne, accepter de donner un peu de sel et de faire une prise de sang. Super, merci beaucoup. Mais Alors, je on a pourrais eu... vous faire Pardon. parvenir par vos adhérents si ça vous intéresse l'étude. Là, on est en train de passer Avec au plaisir. comité d'éthique. Super. Bah, écoutez, avec plaisir, on partagera auprès de nos adhérents sur les réseaux sociaux aussi qui sont de plus en plus suivis de l'association avec grand plaisir. On a eu beaucoup de questions sur les probiotiques, les prébiotiques, les yaourts avec des probiotiques, ceux qui sont vendus, quoi, les comprimés vendus aussi en pharmacie. Au final, est-ce qu'aujourd'hui, on peut déterminer une réelle efficacité de ces produits? En fait, la difficulté, c'est que la plupart des probiotiques, alors probiotique, qu'est-ce que c'est? Un probiotique, c'est une bactérie vivante ayant un bénéfice démontré sur la santé. La difficulté aujourd'hui, ce sont essentiellement des compléments alimentaires dans lesquels il n'y a pas eu de très large étude bien conduite. Et en fait, on avait fait il y a quelques années une revue de toutes les études. En général, les effets sont très très faibles en fait notamment la perte de poids. Donc, ce qui est attendu, et ce sont des résultats qui sont issus d'études vraiment bien conduites et notamment avec des bactéries isolées en fait du microbiote intestinal. Mais voilà, enfin, probablement, on sera peut-être dans des stades pour la prévention, par exemple, Mhm. ou pour ce qu'on appelle, enfin, de l'aide, par exemple, au traitement dont on a parlé. Il y a des variations dans les réponses. Est-ce que du coup, ça pourrait aider Mais tout ça, c'est encore au stade de recherche. D'accord. Et le problème, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de compléments alimentaires qui n'ont pas vraiment démontré les effets, Hmm. effets. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Hmm. Super. Alors, je prends le temps parce qu'on a vraiment beaucoup de questions suite à votre intervention passionnante. Il y avait des questions aussi sur l'impact donc de l'alimentation dont vous avez parlé. Avec, est-ce que finalement aujourd'hui, si on doit résumer toutes les questions qui ont été posées sur ce sujet, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quelque part soigner un déséquilibre de son microbiote, guérir d'un déséquilibre du microbiote et donc réduire son obésité par des apports alimentaires spécifiques, par l'intégration d'aliments spécifiques dans son alimentation? Alors, enfin, je peux répondre à une première partie de la question. Mhm. C'est qu'on sait que une alimentation assez diversifiée, orientée vers des fibres, va permettre d'augmenter la diversité du microbiote et avoir un effet local intestinal. La deuxième partie de la question qui est si je fais ça, est-ce que Mm. je vais perdre beaucoup de poids? On peut pas, probablement non et pas suffisamment. C'est probablement les effets sont pas suffisants. C'est justement ça qu'on essaie aujourd'hui de comprendre. Et du coup, quelles sont les bactéries qui pourraient être intéressantes? Et si vous vous rappelez les petits cercles vicieux que je vous ai montrés là tout à l'heure, c'est Mm. altération de mon microbiote, modification de l'inflammation, c'est quelque chose qui Ouais. s'auto-entretient. Donc ça veut dire qu'on est dans de la discussion entre nos bactéries et notre biologie. Et donc, ça veut dire D'accord. que s'il faut s'attaquer au problème, bah, il faut s'attaquer à la fois à nos bactéries et à la fois à notre biologie. Donc Mm. probablement par des actions combinées. Enfin, aujourd'hui, commence à avoir un petit peu de recul. Je pense que c'est assez peu probable qu'on puisse dire que voilà, un probiotique feront une grande différence, surtout avec ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure sur notamment les efficacités des médicaments. En Mm. revanche, en prévention, en revanche, peut-être en combinaison pour Mm. améliorer la santé intestinale, oui, mais on est encore au début d'une recherche, hein. Mm. Eh ben, vous faites très bien le lien avec d'autres questions qui sont pas mal arrivées. Et finalement, c'est quand qu'on saura soigner le microbiote? Est-ce que vous imaginez, ce que je me doute bien que personne ne peut faire de pari sur l'avenir à ce niveau-là, mais est-ce que vous pensez que les gens doivent avoir en tête quelque chose de quand même à moyen terme, ou est-ce qu'on est finalement sur minima 10, 20 ans avant de pouvoir envisager d'avoir des prises en charge médicales par le microbiote de l'obésité, mais aussi finalement d'autres pathologies. Pour pouvoir soigner, il faut mieux comprendre. Et en Mm. fait,
Tout à l'heure, Judith Aron vous a montré dans la présentation Mhm. vraiment des progrès qui ont été faits à la fois sur les Mm. médicaments dans les formes communes d'obésité, mais aussi dans les formes génétiques. Quand Tout on à a fait. identifié, juste pour vous donner un ordre d'idée, quand on a identifié ces formes génétiques, c'était il y a 20 ans. Ouais. Et aujourd'hui, on a des Mm. traitements ciblés pour certains de ces patients. Donc, c'est un D'accord. long Mm. processus. Donc, Mm. dans le domaine du microbiote, il ne faut pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, Tout il à faut fait. déjà bien essayer de bien comprendre. En revanche, les conseils qui sont diversifier l'alimentation, essayer d'agir sur ces facteurs environnementaux dont je vous ai parlé, Mhm. ça, oui, on sait que probablement ça a un effet bénéfique sur le microbiote. Super. J'ai parlé des 1000 premiers jours de l'enfant. Il y a beaucoup de recherches dans ce domaine, c'est probablement quelque chose d'important aussi. D'accord. Bah, écoutez, il reste, vous vous en doutez, beaucoup, beaucoup de questions, donc on va essayer de garder de côté si jamais, mais je vois le temps qui Oui, défile. on a Anne-Sophie. Voilà, on a pris du retard sur le programme, je m'en excuse, je n'ai pas bien assuré ma mission de mettre du temps. Anne-Sophie, je vais te passer la parole pour que tu puisses nous expliquer, maintenant qu'on a vu les prises en charge médicales, les approches médicales liées à l'obésité, finalement, en quoi, qu'est-ce qu'une association de patients et surtout, quelle va être sa complémentarité avec une prise en charge médicale? Alors, je pense que ton micro est peut-être coupé. Alors, est-ce que vous Ah, ça y est, m'entendez? c'est bon. Tu es là. Super. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est Karim ou toi, Daphné, qui a la main sur effectivement le passage de slide. Alors, je voulais déjà remercier les orateurs précédents sur la qualité, la pertinence et l'humanité de ce qu'ils Mm. font depuis des années et avec la bienveillance qu'ils ont vis-à-vis de notre population de personnes souffrant de surpoids et d'obésité. Voilà, je referme la parenthèse. Karim, slide suivante, s'il te plaît. Alors, attends, je vais quitter moi le partage d'écran parce que j'ai l'impression que ça a bugué. Hop, ça doit être bon. Alors, je vais essayer de faire excessivement rapidement parce qu'effectivement, il commence à être tard et pour le coup, juste vous expliquer très rapidement. Ah, j'ai perdu l'écran. Ah non, c'est bon. Ouais, ouais, Désolée. merci. Alors, le collectif a, depuis le 3 mars, 21 ans. C'est une association de loi 1901 qui est agréée par le ministère de la Santé. Les objectifs, effectivement, du collectif, c'est d'essayer d'obtenir depuis 21 ans la reconnaissance de l'obésité comme étant une pathologie chronique en France, ce qui pourrait changer beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la population qui souffre déjà d'obésité, mais également sur la problématique de la prévention. Et puis également, ça serait un allié de poids pour tous les professionnels de santé qui se battent à nos côtés. Lutter contre la grossophobie, malheureusement, c'est toujours d'actualité. Je remercie Linda. J'ai, avec le Richard Zarzabadjan, qui est un journaliste santé, sorti un livre le 29 février, donc il y a peu de jours, sur effectivement la lutte contre la grossophobie. Défendre l'intérêt effectivement des patients souffrant de surpoids et d'obésité en France, porter au niveau étatique, parce qu'effectivement c'est là que ça se décide, c'est au plus haut niveau, et contribuer à l'optimisation de la prévention et du parcours de soins pour lutter effectivement contre la progression de cette pathologie. Et on réclame de façon haut et fort au sein du collectif le fait que si on veut être efficace, il faut à nos yeux que l'on récupère un plan obésité, tout comme il y a eu un plan cancer sur 10 ans renouvelable, interministériel, basé à Matignon, avec idéalement un INCA versus obésité. Slide suivante, s'il te plaît, Karim. Alors, les interactions que nous avons, on a participé, on a eu cette chance sur le premier plan obésité, qui était une commission présidentielle qui était sous l'égide du président Nicolas Sarkozy, et qui a donné lieu effectivement au plan obésité 2010-2013. On était à la commission présidentielle et il y a eu, qui a donné également lieu, on en parlait tout à l'heure avec le docteur Lazzati, sur la création des CSO, les centres spécialisés obésité.
Mais il y a eu également la charte de l'ARCOM. On a participé à une deuxième commission présidentielle qui était deuxième semestre 2017, durant les premiers mois de la présidence de M. Macron, sur le premier quinquennat, les états généraux de l'alimentation. Donc là, on est sur une meilleure production alimentaire, hein, Karine Clément en parlait tout à l'heure, pour une meilleure transformation, un meilleur étiquetage, une meilleure consommation, pour un meilleur état de santé à la base. Alors, dans les meilleurs que vous m'avez vu énumérer, évidemment, ça reste un vœu pieux parce qu'il y a encore beaucoup de choses d'amélioration à nos yeux à réaliser. On a la chance de travailler sur donc, le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. On faisait également partie donc, de la feuille de route qui était la suite du plan obésité 2019-2022. Et on fait partie de ce qu'on appelle EASO-ECPO, qui est une organisation dite à la base européenne, mais qui a une version européenne un peu XXL. Hein. Il y a Canada, les États-Unis et bien d'autres. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, les quelques exemples de travaux réalisés avec des instances étatiques, donc la Direction générale de la santé, qui nous a confié d'ailleurs une mission sur travailler pour une meilleure représentation de la diversité corporelle et améliorer la prévention et la prise en charge des personnes souffrant de surpoids et d'obésité. Les ARS, la Direction générale donc, de l'offre, la DGOS, hein, de l'offre de soins, l'HCAM, donc le Haut Conseil de l'avenir de l'assurance maladie, où là on travaille sur des projections à 10 ans pour essayer d'être dans les bons chemins des orientations stratégiques politiques. Santé publique France, la Cour des comptes hein, qui a travaillé en 2017, si je ne me trompe pas, au coût de l'obésité pour la France. Et là, le coût, il est énorme. Hein. Alors, bon, moi, je suis très intéressée plutôt par le coût humain, mais l'État voit le coût financier. Et alors là, d'un cabinet comptable, j'ai envie de vous dire, à un autre cabinet comptable, on est entre 20 milliards et 56 milliards de dépenses État à l'année. L'inspection générale de la santé, l'IGAS, et l'assurance maladie, où on travaille d'ailleurs sur les maladies les cardiométaboliques. L'obésité en fait partie dedans. Slide suivante, s'il vous plaît. Nous faisons partie d'un collectif qui s'appelle également Pensons Patients. Donc, je parlais de l'assurance maladie sur des problématiques cardiométaboliques. Bon, là, vous avez des associations qui travaillent sur diabète, la Fédération française du diabète, Alliance du cœur. On a également Maggie qui travaille sur l'hypertension artérielle pulmonaire, peu connue, et puis ce qui est France AVC aussi. Donc tout ça, ce sont des pathologies, quelques pathologies, malheureusement on est très fournisseurs de maladies associées à l'obésité. Et tout ça, effectivement, est rassemblé dans un groupe qui s'appelle NIL, qui est organisé par Olivier Mariotte, qui est un think tank, un do tank. Présentation suivante. Alors, on fait partie également d'un autre groupement qui s'appelle la Coalition. Donc, d'ailleurs, un député, Cyril Isaac Sibyl, nous appelle les coalisés. J'essaye de faire un petit peu d'humour à 21h35. Où vous avez, évidemment, vous en aviez la présidente qui intervenait juste avant moi, qui est le docteur Karine Clément. Donc, la Féro, vous avez la SOFCO pour les chirurgiens. On travaille également avec les banques alimentaires parce que ça nous paraît être essentiel de travailler avec les banques alimentaires pour la précarité. Nous avons également donc la Ligue contre l'obésité et puis un laboratoire qui est Novo Nordisk et le CRAPS qui est un think tank sur la protection sociale qui regroupe en fait la partie très stratégique politique où là effectivement vous avez à la fois des députés, des ministres, des conseillers de ministres à tout niveau et des sénateurs. Slide suivante. Alors, je reviens sur des actions qui ont été assez marquantes et qui ont été, il y a encore peu de temps, malheureusement, dans la mémoire de tout le monde.
c'est la problématique du Covid. Donc, le rôle qu'a joué le collectif dans la prise en charge, si je peux appeler ça prise en charge, que je dirais collaboration de travail sur le Covid, on n'était pas malheureusement dans les premiers jeux prioritaires pour les gens qui souhaitaient se faire vacciner du Covid. Il y avait les personnes âgées, il y avait les personnes qui étaient immunodéprimées, alors que notre population occupait 47% de la réanimation et 40% des décès, finalement, n'était pas prioritaire. Et ça m'a vite monté au nez. Donc, en fait, pour essayer d'obtenir les vaccins pour ceux qui le souhaitaient, ça s'est passé avec mon téléphone et quelques appels. Et nous sommes passés à la fois sur BFM et quelques heures après sur CNews pour obtenir, 4-5 jours après, de la part du président lui-même, une annonce disant qu'on avait le droit de se faire vacciner pour ceux qui le souhaitaient à partir du 1er mai. Donc, l'annonce a été faite un mardi et le 1er mai était tombé un samedi ce jour-là. Et effectivement, il a fallu montrer les dents pour pouvoir mettre à disposition le vaccin. Alors, évidemment, il y avait une problématique qui était de dosage. On est, de nombre de vaccins. On est quand même 8,5 millions en France souffrant d'obésité. Et là, en fait, il nous fallait 2 fois 8,5 millions à disposition dans les vaccins. Donc, je peux vous dire que ça a couru et ça a grassé de la mâchoire assez violemment. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est un petit exemple de recommandations auxquelles on a pu participer en comité d'écriture. Alors, la première, qui est la gestion du capital sanguin, on avait fait une saisine indirectement avec la Société savante, parce qu'effectivement, ça nous paraissait être important que pour les personnes qui souffraient de surpoids et d'obésité, cette partie-là soit prise en charge avec un regard bienveillant, et on a obtenu cette recommandation-là. Là, Judith le sait très bien, et voilà, la prise en charge du 2e et 3e recours. Et là, on avait également la chirurgie métabolique, et on vient de finir la réactualisation des recos chirurgie bariatrique. Slide suivante, merci. Donc, on intervient très modestement dans le DU de activité physique et santé de la Sorbonne Médecine, c'est Pitié-Salpêtrière, et on intervient également, on travaille avec l'Académie de chirurgie, l'Académie de médecine, la PHP, et puis nos amis de chez Disco, qui sont en fait des diététiciennes qui sont formées par un nutritionniste du côté de l'Est de la France, mais qui au départ était sur un département, et puis maintenant c'est une région, puis maintenant c'est une région, plus des départements autour, où en fait ils se forment entre eux sur la spécialité obésité, alors qu'effectivement la formation des diététiciens et diététiciennes, c'est 2 ans, mais là, eux, ils font une formation XXL, avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. J'y ai assisté, et sincèrement, ça faisait du bien, parce que c'est une profession dont on a besoin et qui a besoin d'être réajusté par rapport à nos spécificités. Page suivante. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a l'honneur de faire partie du CNA. Le CNA, c'est le Conseil national de l'alimentation, qui est une instance interministérielle sous l'égide de 4 ministères. Vous les avez là à l'écran. Vous avez le ministère de l'écologie, le ministère de la santé et de la prévention, quand même, qui date depuis peu de temps, la prévention. Il faut juste qu'elle se mette en route. Le ministère des Finances, parce que sans les finances, évidemment, vous n'obtenez pas grand-chose. Et le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, qu'on a beaucoup entendu parler ces derniers temps et qui est crucial au vu de ce que disait Karine Clément, la pollution, les perturbateurs endocriniens, la façon dont on va manger, etc. Voilà, tout ça, c'est crucial. Donc, on est sous la tutelle de ces 4 ministères. Soit les ministères nous saisissent, soit on s'auto-saisit. Et effectivement, là, c'est un exemple des choses qui ont été faites sur les nouveaux comportements alimentaires et les stratégies nationales de nutrition et du climat. Et le président de la République nous a saisis au niveau du CNA sur ce qu'on appelle la SNANC. C'est effectivement un peu les états généraux en version plus, sur perturbateurs endocriniens,
alimentation, précarité, enfin voilà, comment on réussit finalement à mettre tous ces acteurs autour d'une table, même si je peux vous assurer que les conversations et les discussions autour de la table, même sous tutelle de 4 ministères, avec les chefs de cabinet autour de la table, les conversations ont été un peu chaudes malgré la température extérieure qui était assez froide. Slide suivante. Mais elle a été votée, hein, de toute façon, dans notre intérêt. On est signataire également de la charte alimentaire qui s'appelle l'ARCOM et qui est en fait anciennement le CSA, qui vise à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé au niveau de l'audiovisuel et des publicités. Et là, depuis 2-3 mois, on a eu le collectif a eu l'honneur d'être nommé au Conseil paritaire de la publicité. Donc, c'est un peu le gendarme de la publicité sur les choses qu'on veut voir et qu'on ne veut pas voir arriver. Donc, c'est quand même à hauteur de un petit peu moins 600 plaintes par an. Donc, on interagit sur ce sujet-là. Enfin, voilà, on fait partie des gens qui vont dire oui, non, c'est pas possible, il faut changer les choses. Et également de l'ARPP, qui est le régulateur de la publicité. Le CPP étant effectivement la partie un peu très juridique, hein, c'est des juristes et des procureurs qui sont autour de la table. Slide suivante. Donc là, effectivement, j'ai anticipé, j'ai parlé du CPP. Donc voilà, donc ce qui nous permet à nous, effectivement, de parler plus de l'obésité, hein, parce que moi, ce que je vise, vous savez que je suis un peu monomaniaque, c'est un peu l'obésité. Là, ce sont des exemples de visuels, de campagnes de pub, hein, qu'on a fait. Et puis, effectivement, je suis désolée parce qu'on est un peu dans le feu. On est en pleine journée mondiale de l'obésité, donc le timing est quand même chaud bouillant. Là, vous avez les visuels que l'on a pu faire sur 2021, 2022 et 2023. Donc, l'obésité, ce n'est pas du cinéma. C'est pas vous que je vais le dire, que c'est une maladie. Pour 2022 et on avait fait un colloque pré-présidentiel où on avait invité les 6 plus grands présidentiables. C'était notre 2e colloque pré-présidentiable et on avait d'ailleurs écrit un manifeste. Et puis l'année dernière, c'était nos 20 ans, donc où on demandait effectivement accès à la prévention dans l'intérêt de tous, des gens qui sont déjà touchés et de tous ceux qui ne le sont pas et que nous ne souhaitons pas qu'ils le soient à un moment donné ou à un autre. Page suivante, s'il vous plaît. Alors ça, c'est notre avant-dernier spot publicitaire que vous pouvez retrouver, hein, sur le site internet du CNAO, qui est un vrai spot, hein, spot télé calibré 25 secondes, qui est passé, tout comme celui de cette année, qui est axé sur la discrimination, qui est axé sur l'information, sur ce qu'est l'obésité, sur effectivement les mots en termes de souffrance métabolique, maladie que ça peut entraîner. Et le docteur Lazzati parlait de cancer, donc voilà, enfin là vous avez une slide avec un exemple de cancer, et puis finir avec un message entre guillemets beaucoup plus léger et beaucoup plus bienveillant, qui est celui de penser à soi. Penser à soi. Je le répète parce que je pense que les personnes qui souffrent d'obésité pensent à tout sauf à elles, en fait. Et ça, on en a besoin. Et vous avez Magloire qui est effectivement en haut, qui a gentiment et bénévolement prêté sa voix, qui lui souffre aussi d'obésité massive et qui a vécu et qui vit encore des péripéties au travers de son obésité. Et d'ailleurs, il a fait un témoignage dans le livre qui est assez poignant. Slide suivante. Donc voilà, on parlait des engagements tout à l'heure sur les 2e éditions des colloques pré-présidentiels. Donc là, vous avez donc effectivement les partis politiques les plus influents, ceux qui étaient le plus proches de la présidence qui sont intervenus, et puis le manifeste du collectif sur lequel on a dit très clairement ce dont nous avions besoin. Bon, ça reste encore dans l'hypothèse, hein, parce que au bout de 21 ans, on a gagné des batailles, mais on n'a toujours pas gagné la guerre, donc on persiste. Slide suivante. Alors,
J'en parlais tout à l'heure très rapidement, mais effectivement, donc, on a l'honneur de piloter un groupe de travail sur la promotion de la variété de l'image corporelle afin d'améliorer la prévention et la prise en charge de l'obésité. Et là, effectivement, donc on était au ministère de la Santé sur la photo que vous avez là-bas, et on a élaboré, grâce à Camille et à Léa, ainsi que Linda et Karim, le travail qui a été fait avec tous les logos que vous avez là en dessous. Hein, c'est pas que des logos, c'est des gens qui sont là physiquement. Sur effectivement, on a fait des auditions. Il y a eu une recherche, mais de folie. Et je remercie vraiment Camille et Linda du travail titanesque qu'elles ont fait pour aller rechercher, analyser, décortiquer. Il y a eu un peu moins de 40 auditions. Par audition, c'est entre 25 et 30 pages par audition qui ont été collectées, qui ont été renvoyées systématiquement à la Direction générale de la santé ainsi qu'au PNNS. Et là, effectivement, Léa nous sort la substance moelle de ça pour pouvoir émettre des recommandations que nous allons discuter le 25 mars au ministère de la Santé sur des propositions que nous souhaitons voir arriver sur la table du ministre de la Santé, sachant que moi j'ai déjà prévenu, elle n'ira pas que au bureau du ministère de la Santé, mais également à Matignon et à l'Élysée. Et le livre est une façon de ne pas se retrouver uniquement sur une bibliothèque poussiéreuse qui ne sera jamais ouverte. Donc, c'était l'occasion de réenfoncer un peu le clou. Slide suivante, s'il vous plaît. Et voilà, je vous ai libéré, délivré. Merci Donc, beaucoup, merci Anne. à vous tous. Vraiment, merci, c'est intéressant. Alors, on a une rapide question, s'il te plaît, pour les personnes qui seraient intéressées pour trouver une association de patients près de chez eux, ce que Linda va nous présenter après rapidement la ronde des formes. Mais c'est vrai que souvent, pour avoir un accompagnement qualitatif par toutes ces associations dont tu as parlé, c'est quand même mieux de pouvoir bénéficier de choses en présentiel. Comment doivent s'y prendre les personnes pour rechercher, trouver une association de patients sur l'obésité près de chez eux? Alors, on a 12 associations au sein du collectif. Avant, on en avait beaucoup plus, mais en fait, on a resserré lors effectivement d'ailleurs d'une renomination d'agrément ministériel. On a resserré les accès en fait au collectif ou en termes d'exigence de qualité et de pertinence. Mhm. Donc, en fait, si vous voulez regarder, vous avez les informations sur le site du CNAO pour les associations qui sont au sein du collectif. Et après, voilà, effectivement, soit il faut vous éloigner un peu plus, ou là, bon, il y aura peut-être des relations plus à distanciel, mais quoi qu'il arrive, vous avez d'ailleurs, et merci pour cette slide, contact@cnao.fr, où vous avez Camille, vous avez Linda, Karim et moi, on récupère sur un mail, vous arrosez 4 personnes. Donc, vous êtes sûr d'avoir quelqu'un qui vous réponde, quoi qu'il arrive. On essaye de faire la toile d'araignée. Super. Et une dernière rapide question, parce qu'on a beaucoup de personnes qui assistent à ce webinaire depuis l'international, depuis plein de pays. On a une question sur comment finalement trouver des interlocuteurs dans d'autres pays. Est-ce qu'il existe des réseaux internationaux au niveau des associations de patients? Est-ce que tu aurais éventuellement peut-être un site internet à recommander dans ces cas-là? ECPO. Le CPO. Okay. ECPO, qui est en fait, qui est un collectif d'associations, mais alors plus européen, mais alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un européen XXL. Mais voilà, c'est ce qui essaye d'être mis en place depuis plusieurs années, de toute façon. Et moi, je vois, on a eu la demande d'un pays africain pour adhérer au collectif, d'ailleurs. D'accord, super. Okay. Donc voilà, bon, là, on était un peu dans le feu total, évidemment, on avait un peu d'actu à gérer. Mais voilà, nous, dès l'instant où on est dans le cadre d'une qualité, d'une pertinence, on
on est un peu exigeant quand même sur certaines choses parce que j'estime que la vie des patients, avec la souffrance qu'on peut avoir, qu'elle soit au terme métabolique ou psychologique, j'estime qu'on ne doit pas et on ne peut pas abîmer encore plus des gens qui sont en souffrance. Donc, je suis assez exigeante là-dessus et on fait ce qu'on peut. Donc voilà, donc n'hésitez pas, en tout cas, ça sera avec très grand plaisir. Merci beaucoup Anne-Sophie, merci infiniment pour ton intervention. Et du coup, donc, je vais redonner la parole à Linda qui va, donc parce qu'on s'excuse, hein, on a débordé, on est à 20 minutes de plus que le temps imparti. J'ai vraiment pas géré mon rôle de maître du temps, je suis désolée. Linda, est-ce que tu peux rapidement présenter l'association La Ronde des Formes, sachant qu'on va vous envoyer et dans le chat et par mail suite à ce webinaire, la plaquette de l'association et toutes les informations aussi sur nos futures actions de prévention qui arrivent dans le cadre des Journées mondiales de l'obésité. Je te laisse la parole, Linda. Je vais essayer d'être très synthétique. Donc, la Ronde des Formes, c'est une association loi 1901. Elle est née il y a environ plus de 10 ans. Elle assure un accompagnement pour les personnes concernées du surpoids et de l'obésité. Elle assure aussi elle fait de la prévention, du soutien. Ces activités se traduisent par des ateliers collectifs qui sont l'aquagym, l'activité physique adaptée, les randonnées, les groupes de parole. Ces ateliers sont assurés par des professionnels diplômés, cliniciens et reconnus. Elle assure aussi depuis quelques années un accompagnement individuel pour le volet psychologique et diététique, notamment pour les personnes dont les conditions socio-économiques sont précaires, et ils sont bien nombreux sur le département de la Seine-Saint-Denis. On intervient dans différents établissements dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. Notre public n'est pas que de la Seine-Saint-Denis, mais tout l'Île-de-France. Ce qui est intéressant, c'est que nos bénévoles sont eux-mêmes adhérents de l'association, ce qui garantit une réelle représentativité dans nos orientations, dans nos programmes pour au fil des années. Voilà, un petit peu, je le dis, et puis dans les décisions qu'on prend pour les uns et pour les autres. Moi, je dis ça très rapidement, c'est vraiment les grandes lignes. Vous allez avoir la plaquette qui va sûrement s'afficher. Daphné, techniquement, tu connais mieux que moi. En bas de page, n'hésitez pas à nous appeler, il y a un numéro de téléphone, on prend le temps, on est 10 bénévoles ou 11 bénévoles, on se tient à votre disposition pour vous apporter le maximum de réponses, que vous soyez en France et bien évidemment pour tous les participants qui sont à l'étranger. Merci Voilà, beaucoup, Linda. merci Daphné. On rappelle, j'ai fait oui, au mieux. merci infiniment et on rappelle pour les frustrations, si vous aviez vraiment d'autres questions sur l'association, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction qui va s'afficher dès la fin du webinaire, excusez-moi, qui vous permettra à la fin de nous laisser en commentaire vos coordonnées si vous le souhaitez, ainsi que de lister vos questions pour qu'on puisse y répondre soit par mail rapidement, soit prendre le temps de demander à nos bénévoles de vous rappeler. Donc, du coup, on s'excuse encore pour le retard. Je me permets, du coup, Linda, de te relaisser la parole pour pouvoir clôturer le webinaire. On vous enverra également par mail la plaquette de l'association et également notre programme pour les prochaines actions dans le cadre de la GIMO qui s'affiche. Mais du coup, je laisse la parole à Linda pour clôturer notre premier webinaire. Merci. Moi, je dis un grand merci à nos professionnels de qualité. Merci pour vos explications. Merci pour votre précieuse intervention. Je ne peux pas vous dire plus. Je suis tellement émue de ce premier webinaire, et puis la participation d'autant de participants de France et de l'étranger. Je m'y attendais pas, et donc c'est vrai, j'y ai pas cru au début quand Daphné m'en a parlé, mais aujourd'hui, j'ai envie de le refaire. Ça y est, je suis partante. Merci à vous toutes. Merci Anne-Sophie. Je sais que vous êtes tous pris. Je vous dis à la prochaine. Merci Karim. Merci Tanguy. Merci Vanessa qui est derrière dans les coulisses. Et puis merci à toi Daphné. Tu m'as embarquée dans cette aventure. Merci. Je suis pas déçue. Merci sincèrement à tous. À très vite. À bientôt. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.